Deux ministres étaient à Croix, près de Lille, lundi, pour inaugurer un ordinateur quantique chez OVH Cloud, leader européen du cloud. Bonsoir Daniel Hennequin. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes physicien, chercheur au CNRS et à l'Université de Lille. On va tenter avec vous de comprendre les conséquences, l'importance ou non, les retombées possibles d'une telle technologie. D'abord, un mot sur l'objet. Il mesure un peu plus d'1,80 m, une sorte de tour dans un caisson métallique bleu. Il aurait coûté plus d'1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle donc un ordinateur quantique. Alors, vous allez répondre d'abord de manière très simple à mes questions parce qu'il va falloir vulgariser un peu. Mais quand on sait qu'un ordinateur classique se contente de faire des calculs, est-ce qu'on pourrait dire qu'un ordinateur quantique est un super ordinateur ? Un ordinateur quantique se contente aussi de faire des calculs, comme un ordinateur classique. Il est fait d'une façon très différente parce qu'il est basé non pas sur les bits, sur les 0 et les 1 qu'on connaît, mais sur donc ce qu'on appelle les qubits, et dont on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, qui sont aussi des 0 et des 1, mais un peu plus en fait. Et du coup, il permet de faire des opérations qu'un ordinateur classique ne permettrait pas de faire, ou en tout cas mettrait très longtemps à faire, quoi. Eh bien justement, en fait, je voulais l'aborder plus tard, mais allons-y tout de suite sur ces qubits. Dans le monde quantique, un bit peut être dans une superposition d'états. Ça veut dire qu'il peut à la fois, alors que dans un ordinateur classique, le bit c'est 0 ou 1, là il peut être 0 et 1. Exactement. En fait, dans le monde quantique, on a donc des objets quantiques, comme dans le monde classique. Un objet, alors on parle de deux états parce qu'on parle d'ordinateur quantique et donc c'est 0 ou 1. Et puis d'une façon générale, quand on travaille dans le monde quantique, on s'arrange pour qu'un objet puisse prendre que deux états parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, c'est déjà très compliqué avec deux états, donc autant se contenter de deux états. Parce qu'effectivement, cet objet, il peut être dans un état ou dans l'autre, comme dans le monde classique, mais il peut être dans les deux états en même temps. C'est la nouveauté. Voilà, c'est ce qu'on appelle la superposition d'états, la superposition quantique. Donc cet objet peut être à la fois un 0 et un 1, donc pour parler de qubits. Alors, c'est quelque chose qui, en fait, j'allais dire, c'est impossible à s'imaginer et à vraiment réaliser. Dire qu'on peut être à la fois quelque chose et quelque chose d'autre en même temps. L'exemple qu'avait pris Schrödinger, c'était le fameux chat de Schrödinger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros, à la fin, on a un chat qui est à la fois mort et vivant en même temps. Il est les deux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment réaliser, qu'on peut pas vraiment percevoir. De toute façon, c'est dans le monde quantique uniquement, et donc l'un des fondateurs de la mécanique quantique, Bohr, disait de toute façon ce qui se passe dans le monde quantique n'est pas réel, donc c'est pas grave si on n'arrive pas à comprendre en termes physiques, j'allais dire, ce qui se passe là-dedans, sachant que le monde quantique s'arrête à au moment où on fait ce que nous les physiciens on appelle la mesure, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe, au moment où on regarde, eh bien l'état quantique, enfin la superposition quantique disparaît et l'objet se retrouve dans un des états classiques qu'on connaît, quoi. Mais la physique quantique, ça sous-entend en fait que l'énergie finalement est quantifiée. Pour faire simple, ça veut dire que la matière peut échanger peut-être des briques d'énergie sous forme peut-être de la lumière. Et donc il y a une quantification quantique. C'est un peu... Oui, tout à fait. À l'origine, enfin vraiment les sources de la mécanique quantique, c'est effectivement la quantification de l'énergie, en particulier la quantification de la lumière. Et les protons. Voilà, la lumière est un objet quantique, et c'est un objet quantique assez sympathique parce que finalement c'est peut-être le plus facile à appréhender, on va dire. Donc c'est une onde électromagnétique. La lumière, quand on dit la lumière, en fait, on parle des ondes électromagnétiques. Il n'y a pas que la lumière visible, il y a tout le reste. Mais en même temps, c'est pas le même en même temps qu'il y a 2 minutes. En même temps, c'est aussi une particule, le photon. Et justement, à travers cette particule, on dit que la lumière est quantifiée. Alors cette particule, elle est un peu bizarre parce que c'est de l'énergie pure, elle n'a pas de masse par exemple, elle est ponctuelle, elle n'a pas de taille ni quoi que ce soit. Par contre, effectivement, elle est quantifiée, son énergie est quantifiée, et en plus c'est quelque chose qu'on connaît très bien puisque l'énergie de la particule, du photon dans la lumière visible, en fait c'est ce qu'on perçoit, c'est la couleur.
C'est Einstein qui avait mis au photon le nom dessus. Hein. La mécanique quantique, elle existe depuis une centaine d'années. Hein. Oui, elle a permis, alors là c'est du concret, on va revenir un peu, et on a besoin aussi d'applications concrètes. Elle a permis des avancées majeures, notamment dans les années 40, des avancées qui reposaient sur cette quantification de l'énergie. Je pense aux transistors, aux lasers, à l'horloge atomique. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle et se dire que cet ordinateur quantique va permettre de franchir une nouvelle étape avec de nouvelles applications? Alors oui, l'ordinateur quantique va permettre d'avoir de nouvelles applications. Alors peut-être pas pour le commun des mortels dans un premier temps, d'abord parce que ce sont des machines qu'on découvre. Comme je vous disais, en fait, appréhender vraiment en quoi consiste un objet quantique, c'est pas du tout évident. Et alors, faire des calculs avec, vous imaginez, quoi. Il faut vraiment qu'on teste tout ça dans tous les sens. Mais oui, il y a donc, il s'agit d'un ordinateur. Donc, un ordinateur est basé sur des algorithmes. Et en l'occurrence, il y a des algorithmes quantiques qui existent et qui n'ont pas leur équivalent dans le monde classique. Et donc on peut imaginer, effectivement, on peut espérer, enfin en tout cas ceux qui travaillent et qui développent les ordinateurs quantiques espèrent qu'on développe effectivement des applications qui sont et qui en fait seront toujours hors de portée des ordinateurs classiques. Si je vous écoute bien, Daniel Hennequin, ce que vous nous dites, c'est que on n'est pas en train de fabriquer le futur ordinateur de salon, mais l'ordinateur personnel des uns et des autres, mais ça va rester un domaine pour la recherche, pour les États, pour les études. En tout cas, dans les prochaines décennies, oui. De toute manière, pour plein d'applications, pour plein de types de calculs, l'ordinateur classique restera à la limite même plus performant que l'ordinateur quantique. Donc voilà, pour faire une addition, franchement, ça sert à rien de partir sur un ordinateur quantique. Le problème de l'ordinateur quantique, le gros problème de l'ordinateur quantique, c'est qu'il est basé sur des objets quantiques, et faire un objet quantique et maintenir un objet quantique, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire sur des temps très très longs. Donc ce sera toujours quelque chose qui sera... Enfin, en tout cas, dans les décennies qui viennent, qui sera quand même assez volumineux, assez compliqué, assez cher. Donc, je ne vois pas un ordinateur quantique dans un salon avant quelques décennies. Voilà, on ne sait jamais, mais... Alors, il y a 5 ans, Google avait déclaré avoir atteint la suprématie quantique avec un calcul réalisé en 3 minutes au lieu de 10 000 ans. C'était ce qu'annonçait Google. Alors, ça nous paraît complètement irréaliste, surréaliste, mais, et ça semble défier l'entendement, mais est-ce que ça veut dire que concrètement, sur des points précis, cet ordinateur quantique va permettre justement d'accélérer les calculs de certaines fulgurances pour certains domaines précis? Ah oui, alors très clairement, là, il y a quelques algorithmes, il y en a pas beaucoup, mais il y en a 3 ou 4 qui sont très bien identifiés et pour lesquels l'ordinateur quantique est infiniment plus rapide que l'ordinateur classique. Ce qui a fait dès le départ en fait l'intérêt de l'ordinateur quantique, c'est une opération que je peux vous expliquer assez rapidement. C'est ce qu'on appelle la factorisation. C'est une opération mathématique relativement simple. La multiplication, vous connaissez. Hein. Voilà. Donc si je vous dis combien font 3 fois 5, 15, vous me répondez instantanément. Si je vous demande combien font 33 fois 45, vous allez mettre peut-être quelques secondes, mais pas beaucoup plus. Et par contre, si je vous dis, voilà, 537, c'est combien fois combien? Et là, vous allez mettre vraiment un temps fou. Et un ordinateur aussi va mettre un temps fou. Et là, j'ai pris des chiffres qui sont, enfin, un nombre avec 3 chiffres. Hein. Bon, imaginez un nombre avec 100 chiffres, avec 1000 chiffres. En fait, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Donc, retrouver en fait les nombres qui multipliés donnent le nombre duquel on part. Et cette difficulté de faire la factorisation, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué, c'est là-dessus qu'est basé tous les systèmes de sécurité, tous les systèmes de sécurité qui existent aujourd'hui, la sécurité des cartes bancaires, la sécurité d'Internet, etc. C'est basé sur le fait qu'on puisse pas faire une factorisation rapidement.
Mais si cet ordinateur quantique permet justement de le faire rapidement, ça veut dire que ça remet tout à plat en termes de sécurité? Ah, totalement, oui, tout à fait. L'ordinateur quantique, donc effectivement, il existe un algorithme qui permet de faire la factorisation aussi rapidement qu'une multiplication. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux thèmes de recherche qui existent, qui sont la sécurisation, la cryptographie post-quantique. C'est-à-dire, une fois qu'on aura un ordinateur quantique, tout ce qu'on utilise aujourd'hui sera plus Je reviens 20 secondes en arrière. Ça veut dire qu'il y a danger aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Non, on n'en est pas encore. On est encore. Enfin. Alors, on peut toujours imaginer effectivement que quelque part dans le monde, une puissance et un ordinateur quantique qui soit déjà capable de. Mais non, enfin, on en est très loin aujourd'hui. Justement parce que vraiment, le point critique, c'est rester dans le monde quantique. C'est maintenir cet ordinateur dans le monde quantique suffisamment longtemps pour qu'il ait le temps de faire ses calculs. Et ça, c'est vraiment compliqué, en fait. Alors, si on prend un peu de recul, la France a annoncé il y a un petit moment un plan quantique de 1,8 milliard d'euros. C'est autre chose que le million dont on parle pour cet ordinateur-là. On est sur d'autres échelles et les États-Unis, la Chine, la Russie sont aussi dans la course au quantique. Est-ce qu'on sait évaluer, se dire si on est en retard, se dire si on est en avance, se dire si on est dans la course, se dire si on est largué? Non, on n'est pas largué. On a de très bonnes unités et équipes de recherche dans notre pays qui travaillent là-dessus. C'est sûr que ce plan quantique est le bienvenu. Bon, il n'a pas grand-chose à voir avec les sommes qui sont mises en œuvre aux États-Unis, par exemple, mais on reste dans la course. Et d'ailleurs, l'exemple de cet achat par OVH là, de l'ordinateur de Quandela et la preuve qu'il y a des entreprises françaises qui sont présentes sur ce marché. On est en retard, mais enfin on est en retard. On n'est pas à la hauteur des IBM ou des Google, mais il y a encore un travail de recherche très important à faire là-dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, travailler avec des qubits, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. C'est pas quelque chose qui est inné, en fait, qu'on saura faire facilement. Et donc, il y a vraiment beaucoup de travail de recherche à faire là-dessus, tester, enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que ces ordinateurs, pour beaucoup, sont ouverts aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs. Notamment celui de la société OVH Cloud. Ils ont d'ores et déjà annoncé la direction que informaticiens universitaires et chercheurs pourraient télécharger une série de logiciels et réserver des créneaux pour accéder à cette machine. Alors, ils auront accès sur le cloud, c'est en distanciel. Oui, tout le monde peut pas avoir. C'est ce qu'on disait. On peut pas avoir un ordinateur quantique dans son salon, mais on peut pas non plus avoir un ordinateur. Tout le monde peut pas avoir un ordinateur quantique dans son labo ou dans sa salle de cours. Daniel Etquin, physicien, chercheur au CNRS, affecté au laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules de l'université de Lille, dans le groupe Atomes Froid. Ça, c'est votre spécialité. Oui. Pour revenir. Le CNRS possède déjà un ordinateur quantique depuis un moment. Alors en quoi est-ce que le fait qu'une entreprise privée désormais en possède un change quelque chose? Je pense que si ça pas... Enfin, moi en tout cas, là c'est peut-être une opinion un peu personnelle, mais le fait que le privé s'intéresse à ce genre de choses, ça peut que booster le secteur. Ça montre que c'est important, que c'est pas juste... Vous savez, parfois on entend parler de lubie, de chercheurs ou ce genre de choses. C'est pas le cas. Il y a un véritable intérêt, et il y a un véritable intérêt économique derrière. Faut pas prendre de retard. Les technologies quantiques, là on parle d'ordinateur quantique, mais l'ordinateur quantique n'est pas la seule technologie quantique. Et les technologies quantiques sont déjà bien présentes. La cryptographie quantique est déjà en œuvre sur plein de réseaux. C'est les Suisses qui ont été très en pointe là-dessus au départ, mais maintenant on en trouve un peu partout. Là, pour le coup, la technologie quantique, on est déjà dedans. Cryptographie, simulation, développement de nouvelles molécules, optimisation des réseaux d'énergie, de transport, intelligence artificielle. Le champ des possibles paraît tout de même très très large. Donc, concrètement, on devrait, dans les années à venir, tout de même toucher du doigt les conséquences de cette avancée. Tout à fait, complètement. Mais dans les exemples que vous venez de donner, là, toutes ne relèvent pas de l'ordinateur quantique. Par exemple, la cryptographie quantique n'a rien à voir avec l'ordinateur quantique. La cryptographie quantique, en fait, vous utilisez... des objets quantiques, on ne parle pas de qubits dans ce cas-là, mais on pourrait, en fait, vous utilisez des objets quantiques pour transférer de l'information
d'un point à un autre. Et ce qui est assez génial avec les objets quantiques, c'est que si quelqu'un interfère avec cet objet pour essayer de le copier, par exemple, à un moment ou à un autre, eh bien vous le repérez tout de suite. En fait, vous changez intrinsèquement cet objet. Et donc, vous savez que alors, vous ne pouvez pas empêcher que la ligne soit piratée, mais vous savez qu'elle l'est. Et donc, il suffit de changer la clé, la clé de cryptage, pardon. Et puis voilà, quoi. Alors, si je vous comprends bien, le temps file, hein, mais pour le commun des mortels, pas de grande révolution. Ces ordinateurs quantiques sont appelés à transformer l'informatique avec des puissances de calcul gigantesques, vous avez même presque infinies. Enfin, toujours est-il que pour la traduction concrète dans la vie quotidienne des uns et des autres, il ne faut pas s'attendre à une révolution. On n'est pas passé du Minitel au smartphone, quoi, je veux dire. Non, je pense que moi je dirais que les premières choses qu'on va voir arriver dans la vie quotidienne, c'est au niveau des algorithmes de tri et tout ce qui est intelligence artificielle. Mais finalement, on aura des systèmes plus performants, mais pour le commun des mortels, que derrière ça, ce soit un ordinateur quantique, un petit ordinateur quantique dans le coin d'une pièce, ou un gigantesque data center en Islande, on voit pas la différence finalement. Est-ce que ça vous effraie d'ouvrir une telle boîte de Pandore, de l'avoir ouverte, ou est-ce que, en tant que scientifique, vous y voyez un élément de curiosité et d'avancée potentielle ? C'est pas une boîte de Pandore, c'est vraiment aller chercher ce qui se passe dans une partie de l'univers, qui est l'infiniment petit et l'infiniment court en fait, et de comprendre comment ça se passe. Et il y a eu des avancées vraiment au cours des dernières décennies. La mécanique quantique, vous avez dit, ça a un siècle. Il y a un siècle, en fait, personne ne comprenait vraiment la mécanique quantique. Mais la mécanique quantique est une théorie qui marche très bien. Je crois que c'est la théorie on dit que c'est la théorie qui a été la plus testée depuis que les sciences existent, parce qu'elle est tellement improbable, elle est tellement illogique que même Einstein était persuadé qu'il manquait des choses dans la mécanique quantique. Il ne pouvait pas croire qu'elle existait telle qu'elle. Et le fait est que là, depuis quelques décennies, on a vraiment avancé dans notre compréhension. Il y a eu l'un des derniers prix Nobel français, Serge Haroche, c'était en 2012, qui a permis de comprendre, par exemple, comment on passait du monde quantique au monde, au monde réel, au monde classique. Monde réel, j'utilise la terminologie de l'école de Copenhague. Et donc, on est devant un truc assez dingue, finalement. On a inventé une théorie qui marche parfaitement, qu'on ne comprend pas, et un siècle après, on commence à vraiment la comprendre, quoi. C'est presque rassurant, en fait, ce que vous venez de nous dire. C'est rassurant pour nous, en tout cas, les scientifiques, ça c'est clair. Eh bien, en tout cas, un grand merci, Daniel Hennequin, d'avoir pris le temps de nous éclairer dans ce domaine qui peut paraître encore un peu flou. Je rappelle que vous êtes scientifique depuis quelques décennies, chercheur au CNRS et à l'Université de Lille. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer sur RCF. C'était un plaisir.